C'est un procès historique qui va bientôt prendre fin. Depuis le 6 janvier 2025, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Éric Woerth et 9 autres prévenus sont sur le banc des accusés dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de l'ancien président de la République, il y a près de 20 ans déjà. Vive la Libye! Une affaire et des accusations anciennes qui se sont progressivement ancrées dans le paysage politique et médiatique de ces dernières années. Au cœur de ce procès, c'est un dossier complexe, tentaculaire même, autour d'un pacte de corruption jugé inconcevable, inouï et indécent par le parquet national financier lors de l'ouverture de ces réquisitions et qui pourrait peut-être coûter à Nicolas Sarkozy une 3e condamnation après les affaires Bismuth et Big Malion. Quelle indignité! Et là, c'est le procès le plus dangereux pour lui. C'est quand même la plus grosse accusation de corruption de la Ve République. Il n'y a pas de preuve. La conclusion qu'on doit en tirer, c'est qu'on ne peut pas condamner. Il ne peut pas passer 4 mois à dire ça, puisque en fait, il y a énormément de documents, il y a énormément de charges. Ils ont évolué dans de telles sphères du pouvoir politique français qu'ils ont pu, à un moment, sentir une forme d'impunité. Alors quels sont les enjeux de ce procès historique ? Sa couverture par les médias depuis maintenant plus de 10 semaines a-t-elle été à la hauteur ? Que dit-il de notre démocratie ? Et surtout, verra-t-on un ancien président de la République de nouveau être condamné par la justice ? C'est tout de suite sur Blast. Le procès Sarkozy-Libye, c'est une enquête de plus de 12 ans, d'une ampleur rare. 1300 procès-verbaux, 60 perquisitions, 500 scellés, 180 auditions, pour un dossier franco-libyen dont la complexité, de par son ampleur et le nombre de personnalités impliquées, a d'ores et déjà marqué l'histoire judiciaire du pays, mais également celle de la Ve République avec un ancien président, jugé pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, pour une peine pouvant monter à 10 ans de prison, 375 000 € d'amende et une privation de droits civiques. C'est un procès qui est très long déjà, puisqu'il s'étale sur 4 mois. Alors en réalité, il n'y a que 3 après-midi d'audience par semaine, donc il est un peu moins long qu'il en a l'air, mais quand même. On a une énorme affaire de corruption qui donc met en cause l'ancien président français et figure centrale de la vie politique française pendant peut-être 20 ou 30 ans. Il y a 3 anciens ministres, Éric Woerth, Brice Hortefeux, Claude Guéant, donc c'est quand même pas un procès ordinaire pour ça, c'est un procès historique par rapport à ça. Et en plus là, ils comparaissent pour association de malfaiteurs, ça c'est une toute première de voir cette infraction-là dans une affaire politico-financière comme on dit. C'est quand même la plus grosse accusation de corruption de la Ve République, puisque avant, on était plutôt, au départ, dans les années 80-90, sur des affaires de corruption intérieure française, des marchés publics, du financement de partis illégaux. Ça a pu être très important, mais c'était quand même limité au territoire national. Après, il y a eu l'affaire Elf, qui a été jugée au début des années 2000, où là, c'était international, c'était les rapports entre la France et l'Afrique, déjà, une grande société. Mais au niveau des prévenus du procès Elf, on restait aussi pas mal franco-français. Ça a été saucissonné en différents volets. Et là, on est sur le volet Alexandre Djouri et des commissions occultes et son système, et le système financier qu'il a mis au service des autres. Le collègue même s'ils étaient opposés de Ziad Takedine dans les montages de offshore, dans les versements secrets, etc. Donc lui, il est mis en cause notamment dans l'affaire de l'achat de l'appartement par Claude Guéant avec des fonds libyens. Donc il y a toute une galaxie de sociétés et de comptes offshore qui ont été mis au service de Djouri par un banquier suisse. Et en plus, une affaire extraordinairement romanesque avec une mort suspecte du ministre du pétrole de Kadhafi à Vienne, un attentat contre son ancien directeur de cabinet en Afrique du Sud, une histoire aussi qui renvoie à l'attentat contre le DC-10 du Téhéran en 89, commandité par le régime Kadhafi. Donc c'est quelque chose de véritablement énorme, que ce soit avéré ou pas. Or, l'audience montre que les accusations ont plutôt bien tenu. Parce que M. Sarkozy, il faut le rappeler, est déjà condamné pour corruption une première fois, mais sur une l'histoire Bismuth, où il a été déclaré coupable d'avoir tenté d'acheter un magistrat pour qu'il lui rende un service. Donc c'est une affaire beaucoup plus petite. Et il a pris
un an ferme et il est sous bracelet électronique actuellement pour purger cette peine. Et là, c'est le procès le plus dangereux pour lui. C'est celui du financement libyen de sa campagne électorale, c'est-à-dire qu'il doit répondre d'une accusation qui consiste à dire qu'il a conclu un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi, donc qui était le dictateur libyen à l'époque, avant qu'il soit quand il était candidat, avant qu'il soit président. Il a conclu ce pacte qui lui permet de recevoir des millions d'euros d'argent libyen en échange ensuite de contrepartie une fois qu'il est devenu président, où il va favoriser la Libye sur le plan diplomatique, économique et judiciaire. Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Là aussi, un enjeu qui va être quand même très très symbolique, c'est de prononcer ou pas une peine de prison ferme, cette fois-ci, pas du bracelet, mais de la prison ferme contre un ancien chef d'État, éventuellement. Il y a 10 ans d'enquête déjà, c'est pas rien. Et il y a un dossier du parquet national financier, ce sont les procureurs qui portent l'accusation, c'est eux qui vont accuser d'une certaine manière et Nicolas Sarkozy et tous les autres prévenus, qui est un dossier extrêmement conséquent avec des éléments. Et en plus, je vous parlais de cette infraction d'association de malfaiteurs, c'est un petit peu technique quand ça en a l'air, mais ce que ça veut dire, c'est que on est responsable pour soi-même, mais aussi de ce que les autres ont pu faire pour nous. Et ça, c'est très nouveau. Et en fait, ce qu'on reproche notamment dans ce dossier à Nicolas Sarkozy, c'est que Claude Guéant, qui était un de ses très proches collaborateurs depuis longtemps, ou Brice Hortefeux, qui est aussi un de ses collaborateurs, mais aussi un de ses amis depuis de nombreuses années, ont, eux, eu des réunions, eu des actes matériels, comme on dit, des voyages, etc., des virements bancaires, ce genre de choses qui sont extrêmement problématiques dans ce dossier, possiblement pour le compte de Nicolas Sarkozy. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça crée quand même un lourd faisceau d'indices, voire des charges assez lourdes qui, peut-être, vont permettre au tribunal de les condamner. On juge quand même des dizaines, peut-être plus, des dizaines de millions de corruption, peut-être plus. On juge vraiment le plus haut niveau du commerce français international, avec les questions d'Airbus, d'Areva, les plus grandes sociétés. Donc on est vraiment sur le top du top de ce qu'il peut y avoir comme prévenu au tribunal correctionnel. Donc faut pas, je pense, mésestimer ce que ça représente pour l'appareil judiciaire d'être arrivé en fait au bout d'un processus sur la poursuite de la corruption avec ce niveau d'accusation, quoi, et ce niveau de suspect. Il y a beaucoup de monde en réalité. Alors déjà, il y a beaucoup de prévenus, tout simplement. Et quand il y a beaucoup de prévenus, il y a beaucoup d'avocats aussi. Il y a beaucoup d'avocats en partie civile parce qu'il y a notamment des associations anticorruption qui sont constituées partie civile parce qu'elles s'estiment victimes de ces agissements. Et il y a beaucoup de public. Tous les jours, il y a du public et tous les jours, il y a des gens qui restent sur le carreau parce qu'il n'y a plus de place suffisamment pour rentrer dans la salle. Alors, plusieurs faits saillants. L'accusation, me semble-t-il, est sortie quand même confortée de ce procès. On peut citer 2 points. Par exemple, sur le fait que l'entourage de Nicolas Sarkozy, et donc, selon l'accusation, Nicolas Sarkozy lui-même, ait voulu négocier de lever le mandat d'arrêt contre le numéro 2 du régime Kadhafi, Abdallah Senussi, donc responsable d'un attentat contre un avion de ligne français en 89. Ça, c'est plus ou moins établi, puisque on sait que 3 proches de Sarkozy, 2 l'ont rencontré, un 3e, son avocat Thierry Herzog, est allé discuter de ce sujet en 2006 là-bas. Donc ça a été plus ou moins démontré à l'audience. Donc c'est déjà très très lourd. Et puis la deuxième chose qui, moi, m'apparaît comme une quasi-preuve, c'est ce fameux carnet journal intime de Choukri Ghanem, ministre du pétrole de Kadhafi, retrouvé donc en perquisition dans une autre affaire en plus, aux Pays-Bas, dans un autre contexte judiciaire étranger, et où il est marqué noir sur blanc parmi des centaines d'autres choses que des millions ont été versés pour Nicolas Sarkozy, avec des mentions personnelles d'un déjeuner ce jour-là entre dignitaires du régime libyen. Donc là, on est très proche de la preuve, d'autant que les paiements qui sont mentionnés sur ce carnet ont été retrouvés, en tout cas des montants similaires ont été retrouvés sur un compte offshore créé pour l'occasion par un intermédiaire. Donc quand pendant 10 ans on a dit qu'il n'y avait pas de preuves, là lors de cette audience, franchement on en était très très proche, quoi. Et puis donc la défense de Nicolas Sarkozy n'a pas présenté vraiment d'arguments très très frappants pour mettre à mal cette accusation. Ils
se défend pied à pied d'ailleurs. Il a été là à toutes les audiences qui le concernaient. Il a parfois eu des heures et des heures d'interrogatoire sans interruption, avec toujours la même vigueur et la même vivacité. Lui s'estime totalement innocent et le fait savoir haut et fort. Maintenant, il a, disons, des arguments principaux qui sont un peu les mêmes qu'on réentend jour après jour, face auxquels le parquet national financier empile éléments d'accusation sur éléments d'accusation et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure que ce procès a avancé, on peut dire qu'on avait peut-être une forme d'affaiblissement parce qu'on réentendait les mêmes choses de la part de Nicolas Sarkozy en termes d'explication et une forme de renforcement du fait que devenait plus important l'accusation parce qu'effectivement ça s'empilait. C'est vraiment l'homme politique qu'on voit, qu'on a vu pendant 10 ans sur ce sujet à la télé. Il fait à peu près les mêmes déclarations, mais comment pouvez-vous imaginer Madame la Présidente, mettez-vous à ma place. Il fait ce type il a ce type d'expression politique dans l'enceinte du tribunal. Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. Quelle indignité. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est un des méthodes de voyous, c'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Il y a une espèce de réaction comme ça qui est simplement politique en disant je ne suis pas à ma place. Et après, il est quand même capable de s'adapter à l'accusation, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures d'audience, il va commencer à entrer dans le dur et donc il va dire bon mais là vous n'avez pas d'éléments là-dessus, voyez, ne me posez pas la question, posez la question à la personne qui est intéressée. En l'occurrence pour l'histoire d'Abdallah Smilsi, faut poser la question. Claude Guéant, pourquoi est-ce qu'il est allé voir Abdallah Smilsi? Mais c'est un brise-sorte-feu de répondre. Donc effectivement il se décharge de l'accusation sur son entourage. Il va quand même les couvrir, c'est-à-dire il va à la fois se décharger sur eux, mais il va avoir besoin de les couvrir parce que s'il ne le fait pas, tout s'effondre. C'est-à-dire que c'est là qu'on constate qu'il y a une défense, au fond, collective. C'est-à-dire que les autres vont tenir vont reprendre ses propos, en quelque sorte. Dire, oui, peut-être que j'ai été naïf, peut-être que je n'aurais pas dû. Et eux, oui, ils ont été naïfs, ils n'auraient pas dû. On leur reproche une association de malfaiteurs, en tout cas, il y a une association de quelque chose, puisque, en tout cas, ils s'entendent sur la même version, et cette version correspond pas aux faits. Jamais Nicolas Sarkozy n'a reçu des fonds libyens. C'est une construction politique. De l'autre côté, il y a cette défense, effectivement, que c'est un procès politique, mais beaucoup d'arguments sont déjà, de cette défense sont déjà tombés à l'eau, un petit peu. C'est leur défense classique, c'est un complot contre moi, les juges rouges, etc. Donc ça devient une tarte à la crème. Il ne peut pas passer 4 mois à dire ça, puisque, en fait, il y a énormément de documents, il y a énormément de charges. Il y a des véritables dossiers, en tout cas, qui méritent, à minima, que ces procès se tiennent, sans ensuite décider de s'il faut condamner ou pas. C'est-à-dire que, effectivement, il y a de quoi tenir l'audience avec des éléments. On n'est pas en train de faire des procès qui sont vides, loin de là. Ils ont évolué dans de telles sphères du pouvoir politique français qu'ils ont pu, à un moment, sentir une forme d'impunité. C'est ce qui transparaît dans certaines séquences de l'instruction et de l'enquête. C'est-à-dire que dans des écoutes, on peut lire des retranscriptions dans lesquelles transparaît ce sentiment d'impunité, de capacité de manipuler la justice, de capacité d'utiliser son entre-gens pour entraver l'enquête. De la même manière qu'il y a des cambriolages, du trafic de drogue, etc., que c'est intolérable à la société, la corruption, c'est intolérable. On peut pas laisser faire ça, on peut pas laisser les gens s'enrichir à coups de millions de commissions à l'étranger, en France, en piétinant toutes les règles, toute la loi. Ces gens-là, ils ne sont pas au-dessus des lois. Ensuite, il y a eu cette défense de contre-attaque visant à fustiger un pseudo-cabinet noir de la Hollandie, de Hollande, etc., etc. Après l'impunité, il y a eu aussi un moment du complotisme, quasiment, de la part des accusés. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi. C'est un montage. Un montage de quand qui ? vous pensez... D'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi ? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui ? De la gauche. Ils sont marqués par leur histoire politique aussi. On les sent dans leur façon de pratiquer la politique, dans leur façon de parler, dans la façon de concevoir la politique. Vraiment
très imprégné quoi de la culture de la vieille politique de Charles Pasqua, des vieilles méthodes, ce côté rentre-dedans, ce côté pas intelligent. Dire que c'est le système d'un ancien monde, oui, dans un sens, et en même temps, c'était un ancien monde qui, comme beaucoup dans la criminalité, a un temps d'avance sur les autorités. C'est-à-dire que ces personnes, ces acteurs, hein, notamment les intermédiaires, comme a pu l'être Alexandre Djouri, avaient un temps d'avance, avaient compris une forme de mondialisation financière dont il a su tirer profit. Donc il y a notamment les réseaux de financiers djiboutiens, en sachant que Djibouti était assez tôt utilisé par certains réseaux affairistes du RPR, en fait, comme une plaque financière. Il y a également des acteurs saoudiens, des hommes d'affaires assez importants saoudiens qui ont pu dont les réseaux financiers sont suspects. Et bien évidemment, il y a la dimension libyenne qui là est une dimension diplomatique, mais également de présumé financement d'un chef de l'État français par un chef d'État étranger, libyen en l'occurrence, qui est considéré comme un criminel de guerre étant donné qu'il est derrière une série d'attentats. C'était de la haute voltige financière, c'était de la finance offshore avant que ce soit popularisé dans la presse, etc. Et donc, ils ont su exploiter différentes failles. Et c'est le propre de la criminalité organisée, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Il y a une dimension, je dirais presque mafieuse. Osons poser ces mots-là, dans cette espèce de prise de pouvoir en fait informelle, mais quand même réelle de ces personnages qui par ailleurs pour certains, pour l'un des deux avait un parcours quand même lié au grand banditisme, et dont on voit que voilà il n'y a pas d'autre objectif que l'argent. Donc à quel moment l'État va se dire bon effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour en dehors de développer l'éthique politique d'une manière générale mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour empêcher ça? Ça devrait être un sujet maintenant, mais moi j'ai quand même tendance à penser que compte tenu de la nature autoritaire de beaucoup de régimes auxquels on vend des armes, des produits d'exportation, du matériel aéronautique, etc. Et puis des mœurs politiques françaises qui, on le voit, puisqu'ils refusent en fait dans les partis de faire leur examen de conscience sur ces pratiques, je vois pas très bien pourquoi ça aurait vraiment changé. C'est pour ça aussi que ces procès sont indispensables. C'est que la justice doit dire, vous pourrez pas vous en sortir avec les félicitations du jury ou balayer ça sous le tapis. Cette affaire, elle naît d'une enquête de Mediapart qui sort les premiers éléments dont vont se saisir ensuite le parquet national financier. On est parti assez seul par rapport à ça, puisqu'on avait suivi les documents, donc on a publié toute une série d'articles en 2011. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a plusieurs affaires régulièrement dans le politico-financier, mais également dans des infractions sexuelles et ce genre de choses, qui effectivement émergent d'abord médiatiquement avant de donner lieu à une enquête judiciaire. Nous, on avait publié un document libyen signé par un haut responsable libyen attestant de la décision du pouvoir libyen de financer la campagne de Sarkozy. Donc Sarkozy avait déposé plainte contre nous. Donc ça a enclenché une première procédure où on confluait en fait. Donc la justice a recueilli à travers cette enquête un peu contre nous des éléments qui étaient des éléments de preuve qui recoupaient les éléments qu'on avait publiés. Donc il y avait cette plainte contre nous qui finalement a abouti à un non-lieu en notre faveur et voilà, par rapport à ce document. Et parallèlement, donc, la justice s'est emparée d'éléments qui ont émergé de tout ça, à la fois de nos enquêtes et de cette enquête-là, plus après des déclarations de Ziad Takieddine pour ouvrir une véritable enquête, donc en 2013, sur les faits présumés de financement occulte, de financement libyen. Le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Franchement, je vous ai connu dans un meilleur rôle. De l'autre côté, il y a eu de la part de la défense de la sollicitation de médias, de journalistes, pour tenter d'éteindre la procédure, comme on dit, pour tenter de fragiliser l'accusation, de fragiliser les enquêteurs, que ce soit de la police ou des magistrats instructeurs, soit des journalistes amis
qui ont véritablement, pendant assez longtemps, fait une couverture totalement partiale et manipulée en faveur de Nicolas Sarkozy et de ses affidés qui étaient visés par l'enquête, et qui ont véritablement tenté de parasiter l'investigation. Donc il y a des faits qui sont très connus, notamment le rôle à un moment de Hervé Gattegno, de Mimi Marchand, de certains journaux comme le Journal du Dimanche, etc., qui ont tout fait pour salir des journalistes d'investigation. Ça va de journalistes d'enquête du Monde comme Fabrice Lhomme et Gérard Davet, de Fabrice Arfi de Mediapart, des journalistes. Il y a eu des recours à des sociétés d'enquête privées pour fragiliser ces enquêtes, ces travaux journalistiques. Est-ce que vous ne seriez pas l'avocat de Nicolas Sarkozy dans cette affaire? Il a de très bons avocats. Je rappelle juste que Paris Match est la propriété du groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil de surveillance. À l'époque, je ne travaillais pas au Journal du Dimanche, je ne travaillais pas dans un groupe dans lequel Nicolas Sarkozy siégeait au conseil de surveillance. Et quand je suis entré au Journal du Dimanche, il n'y siégeait pas encore. Il y a eu tout de même un reliquat, et c'était le crépuscule de la puissance des accusés, parce que c'était les derniers outils qu'ils avaient, qui étaient assez minables, au final. Ça révèle un crépuscule, c'est-à-dire que c'était quasiment des méthodes en cours dans des systèmes autoritaires, jusqu'à aller soutirer des aveux à Beyrouth, de Ziad Takedine, etc. Il y a eu des logistiques, il y a eu de l'argent aussi, en fait. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de monsieur Sarkozy. Ce qui est évident, c'est que ce procès a été presque blackouté. En réalité, blackouté dans certains médias. C'est dû au fait que Nicolas Sarkozy, clairement, il bénéficie toujours d'une espèce d'immunité dans la presse qui est détenue par les milliardaires, les puissances économiques dont il est assez proche. Ça, c'est connu de tout le monde. Parce que, comme l'a dit, je crois, Fabrice Arfi, c'est un procès qui n'est pas assez traité, et il a complètement raison, qui n'est pas assez questionné, qui n'est pas assez pensé, mis en perspective. Il y a le procès Le Squarneck en ce moment, ils sont racontés dans les 20 heures, ils sont racontés sur les chaînes d'infos en continu, et c'est parfaitement normal et c'est formidable. Pourquoi ce procès-là ne l'est pas? Il y a la retranscription, il y a la couverture du procès par les chroniqueurs judiciaires, mais ce procès va au-delà. En fait, il faut aussi des papiers d'idées, des papiers de réflexion, quasi de philosophie politique sur la place de ce procès aujourd'hui, à la fois en France, dans ce pays qui a été ravagé par des affaires de corruption. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en foutent complètement. Il y a des queues du public pour venir assister. Français en général, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Non, mais les gens qui viennent au tribunal sont des Français. Moi, en tant que journaliste, je suis un peu désolé de voir la tournure que ça prend. Il y a une forme de politisation dans le mauvais sens, c'est-à-dire on l'a protégé. On n'a pas à l'accuser non plus, mais cette affaire doit être expliquée. Elle a défrayé la chronique pendant 10 ans, donc tout média entre guillemets normal, ordinaire, devrait se fixer pour mission de faire le point. Je veux pas dire qu'il faudrait faire des trucs tous les jours, mais enfin, il faudrait davantage que ça. Sarkozy étant un personnage quand même à la fois extrêmement populaire encore et extrêmement, controversé, car dominait la vie politique, une telle affaire ne soit pas chroniqué tous les jours, expliqué aux gens, mis en perspective. Parce que c'est pas non plus seulement le fait de faire un papier, c'est qu'il faut mettre en perspective, parce que c'est quand même un tableau relativement compliqué. Donc il faut l'expliquer au public, ça c'est pas fait. Et pour placer ce procès qui arrive à un moment très particulier de l'histoire, avec la montée en puissance du populisme, des fake news, des complotistes. L'autoritarisme s'impose peu à peu, et cet autoritarisme-là ne laisse pas de place à des débats et encore moins à des procès, ni à des enquêtes indépendantes. Et donc, que ce soit de la presse ou de la justice. Et donc, ce procès-là est aussi important d'un point de vue symbolique dans un monde qui est de plus en plus tourmenté et qui bascule dans une ère où la démocratie est fragilisée par l'arrivée au pouvoir de ces autoritarismes plus ou moins éclairés selon les points de vue, mais qui n'en veulent pas de ces procès et de cette presse libre. Voilà.
Je crois que l'emprise effectivement de plusieurs grandes fortunes sur les médias, mais aussi sur l'édition, on voit que ça rétrécit en fait le champ de l'enquête. Ça rétrécit le champ de la liberté d'expression, mais aussi de l'enquête journalistique. Et on le voit aussi dans l'édition. Quand une grande fortune s'empare d'une maison d'édition, on voit ils vont plus publier du Jordan Bardella que des enquêtes ou des documents ou même des scientifiques. Donc le champ de la liberté effectivement d'expression se rétrécit. À l'ère de la post-vérité, la criminalité peut devenir... le blanchiment peut devenir des investissements, par exemple, dans certains pays autoritaires qui misent sur des systèmes financiers que la justice a de plus en plus de mal à extrader des grands criminels qui se trouvent ailleurs dans le monde, etc. Parce qu'ils ont des capitaux, parce que des systèmes autoritaires, ultra-financiers et technologiques font montre d'une forme de cynisme et d'un déni de la justice et de la démocratie. Donc, ce procès tombe aussi à une époque très particulière dans laquelle il y a de quoi, à partir de ce procès, réfléchir, presque méditer certains concepts de philosophie, de démocratie, qui sont hyper importants, en fait, pour nous dans le présent, à la lumière du passé récent, qui est jugé, mais pour imaginer également l'avenir et comment on va évoluer avec notre culture démocratique dans un monde de plus en plus brutal où le populisme et l'autoritarisme s'imposent. Dans la société civile, moi j'ai l'impression que justement les gens auraient voulu davantage, parce qu'on voit des queues de public tous les jours pour venir assister à cette audience. Le film qui a été fait par 2 journalistes de Mediapart, personne n'y comprend rien, fait peut-être pas des cartons, mais je crois des très bons succès dans le public. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Les articles du Monde de ceux qui sont là, etc., sont les plus lus sur le site régulièrement. Donc il y a un décalage entre l'indifférence, voire l'occultation qu'il y a eu dans la presse, et puis l'intérêt du public. Là, on rentre dans la dernière phase du procès, donc on est sur la fin des débats. La majorité des faits ont été examinés par le tribunal correctionnel. Le réquisitoire va durer 3 jours. Il y a 3 procureurs, donc c'est aussi un dispositif assez exceptionnel, parce que pour l'appareil judiciaire, c'est vrai que c'est un dossier historique. Et ensuite, les plaidoiries de défense s'étaleront jusqu'à début avril. Après quoi, le jugement sera mis en délibéré jusqu'à sans doute l'automne, voire l'hiver. Parce que là, je pense qu'il y a 500 pages à rédiger de manière très scrupuleuse pour le tribunal. Factuellement, il y a une analyse à faire, des charges, bien sûr. Le délibéré, il est long. C'est pas dans la foulée comme un procès d'assises où ça dure quelques heures et ensuite on a un verdict. Là, ça va durer des semaines, peut-être des mois. On connaîtra la date à la fin, au moment où le tribunal va se lever pour partir délibérer. Comme dans n'importe quel procès en France, les prévenus pourront faire appel. En cas de condamnation, on peut imaginer qu'il y aura un appel. Et en cas de relax, de toute façon, il peut y avoir un appel du parquet. Donc, on s'achemine de manière... Je m'avance pas trop en disant qu'on s'achemine très probablement vers un deuxième procès en appel, pas forcément pour tous les prévenus, mais les principaux, c'est très probable. Et puis, il y a encore un dernier recours qui est possible, et je le dis parce que jusqu'à présent, dans toutes les affaires de Nicolas Sarkozy précédentes, il a utilisé ce recours, c'est le recours en cassation, ce qui veut dire qu'avant, très concrètement, en cas de condamnation de Nicolas Sarkozy, avant que cette peine soit effective, il va se passer encore beaucoup de mois. Cette affaire étant historique, la décision demeurera nécessairement comme une pierre angulaire dans le futur de ces affaires qui n'est sans doute appelé à d'autres procès du même genre. Ce personnage, Nicolas Sarkozy, qui, s'il est condamné, ça sera sa 3e affaire judiciaire qui aboutit à une condamnation. Ça aura peut-être, s'il est de nouveau condamné, des conséquences par rapport à son activisme, espérons-le, parce que c'est vrai que on se disait à quel moment Nicolas Sarkozy va cesser de représenter la France aux côtés d'Emmanuel Macron dans des cérémonies publiques diverses et variées, voire y aller comme représentant dans des pays étrangers. Donc
À un moment donné, effectivement, il faudra que politiquement, ce pays soit capable de dire on a un ancien président qui est condamné 2 fois. Déjà, on pourrait se le dire déjà aujourd'hui, il est condamné 2 fois. Peut-être qu'on peut tirer les conséquences de ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le procès Sarkozy-Libye devrait prendre fin le 8 avril prochain. D'ici là, on attend vos réactions dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez soutenir l'information indépendante de Blast en faisant un don ou tout simplement en likant et en partageant la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.